Bernard Arnault, le patron d'LVMH, échappe à la justice moyennant la somme de 10 millions d'euros. Si maintenant ces gens-là, non contents d'avoir le pouvoir de bourrer le mou du simple citoyen quotidiennement à travers leur chaîne de télé, peuvent aussi acheter la justice, je ne sais pas vers quel régime on va, mais je crois qu'on n'aura plus grand-chose à opposer à Vladimir Poutine sur ces questions-là. Il y a des régressions démocratiques en cours dans ce pays dont les gens n'ont même pas encore idée. Je ne sais pas si toi, tu pourrais le faire, mais je peine à distinguer une seule mesure prise par Macron depuis 2 ans qui singularise la France en tant que nation. On est devenu la chambre d'enregistrement de l'axe atlantiste. C'est-à-dire, tu sais que si tu proposes tel sujet, t'es mort. Il y a des sujets qui ne doivent même pas être posés sur la table. C'est le type qui peut appeler ton patron et n'importe quel patron pour te flinguer. J'avais plus le droit d'écrire. J'avais perdu toutes mes droits de journaliste. Dans 5 ans, ça fera 15 ans de politique économique de Macron pour un pays comme la France. Qu'est-ce qui restera de la France en 2027 ? Aude Lancelin, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du Média Lucide. Tu es journaliste, tu as fondé le média QG en 2019. Tu as longtemps travaillé pour le Nouvel Observateur et tu as même été directrice adjointe de la rédaction de 2014 à 2016. En 2016, dans des conditions un peu difficiles, tu as été remercié, dirons-nous, et les tribunaux ont donné raison finalement sur la nature non justifiée de cette fin de collaboration. Et tu as expliqué ceci dans ton livre « Le Monde libre », où tu analysais le monde des médias à ce moment-là. Comment est-ce que tu résumerais un peu ta vision que tu développais dans ce livre ? Et 5-6 ans après, quels sont les changements qui sont intervenus dans le monde des médias ? Alors, Le Monde libre, que j'ai écrit dans la foulée de mon licenciement en tant que directrice adjointe de l'Obs, comme tu le rappelais, c'est pas un livre c'est pas un règlement de compte, c'est pas un livre sur une petite histoire, aussi violente et sordide soit-elle. C'est pas Niel, Berger et Pigasse, les 3 actionnaires de l'époque de l'Obs, qui étaient vraiment au centre du livre. C'était vraiment une traversée de 15 ans dans les médias sociodémocrates français. Parce que, tu l'as pas mentionné au passage, j'ai aussi été directrice adjointe de Marianne, avant de revenir à l'Obs en tant que... Voilà. Et en fait, c'est vraiment un livre sur 15 ans de dégradation continue, politique, intellectuelle, managériale. C'est vraiment, pour le résumer en un mot, c'est la montée en puissance de ce qu'aux États-Unis on appelait la presse Wall Street, qu'en France, j'avais baptisé à ce moment-là la presse CAC 40, c'est-à-dire à partir du moment où des multinationales, des grandes compagnies cotées en bourse s'emparent, dévorent l'ensemble des médias, quelles conséquences cela a pour les salariés, mais aussi pour la vie des idées et pour la vie politique française. En l'occurrence, il s'agissait donc de gens comme Bernard Arnault, Patrick Drahi, Xavier Niel, qui prenaient la suite. Évidemment, ce n'est pas un phénomène nouveau. Il y a déjà eu Serge Dassault, même le patron historique de l'Obs, Claude Perdriel, était un polytechnicien, inventeur des toilettes chimiques, qui avait fait fortune à la faveur de ce brevet, et donc qui s'était un petit peu passionné pour la presse comme une sorte de danseuse. Mais on n'était quand même pas au même niveau de fortune et d'enjeux industriels que lorsqu'on a affaire, par exemple, à des géants des télécoms pour qui obtenir la reconduction de certains contrats, c'est absolument vital. Donc, on n'était pas dans le même état de dévastation, même si la presse était déjà en train d'être croûtée par toutes sortes d'intérêts privés. La situation actuelle, c'est exactement la même en bien pire.
Ça s'est vraiment extrêmement dégradé sous le quinquennat Hollande. C'est vraiment la charnière décisive. C'est intéressant que ça se fasse sous un président élu sous les couleurs socialistes. C'est vraiment François Hollande qui va céder Libération à Drahi, qui va faciliter le rachat du Parisien, c'est-à-dire quand même de la PQR, de la petite couronne parisienne, et donc encore lu par certains ouvriers employés par Bernard Arnault, patron de LVMH, avec toutes les conséquences politiques qu'on imagine. Et c'est sous Hollande que ça va se passer. Aujourd'hui, évidemment, sous Macron, la situation, on a passé la surmultipliée, c'est la même chose, en pire, avec effectivement le surgissement, la montée en puissance d'un acteur comme Vincent Bolloré, qui était déjà dans le paysage, mais qui, effectivement, par exemple, en reprenant une grande partie de l'Empire Lagardère, a réussi à imposer un certain nombre de thématiques réactionnaires, non pas nouvelles, mais en tout cas qui n'avaient pas pignon sur rue jusqu'ici dans les médias français. C'est un petit peu la véritable nouveauté. Je maintiens néanmoins que sur les grandes lignes, il n'y a pas une différence si fondamentale que ça entre Bolloré, Arnault, sur les grandes orientations économiques du pays. On est vraiment sur des questions de degrés. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il semblerait que ce qui pouvait encore constituer des contrepoids à ces grands oligarques qui règnent sur l'opinion publique en lien direct avec le pouvoir, à savoir, par exemple, une institution comme la justice, eh bien, la justice commence à céder du terrain devant eux. Et j'en prendrai un exemple, et je m'arrêterai pour le moment là-dessus, qui m'a extrêmement choquée, qui devrait faire les gros titres, qui devrait faire la une des journaux télévisés, c'est la mise sur écoute du député François Ruffin, qui à l'époque était simplement le patron de Fakir, journal local d'Amiens, mais très actif, mis sur écoute, aussi bien sur son lieu de travail que dans sa vie privée, et loin d'être condamné pour ces faits extrêmement graves, Bernard Arnault, le patron d'LVMH, échappe à la justice moyennant la somme de 10 millions d'euros, ce qui, pour toi et moi, serait une catastrophe qui nous mènerait probablement en prison, mais ce qui, pour lui, est à peu près la variation en bourse quotidienne de... Oui, c'est le poids du fioul dans le yacht, là, ça a monté. Donc... Voilà, donc si tu veux... alors évidemment, Ruffin étant ce qu'il est, il ne lâche pas l'affaire, donc il fait appel, donc il essaie de mobiliser des gens. Moi, je suis quand même étonnée par le peu de cas qui est fait dans les médias dominants de cette affaire. C'est extrêmement grave parce que si maintenant ces gens-là, non contents d'avoir le pouvoir de bourrer le mou du simple citoyen quotidiennement à travers leur chaîne de télé, peuvent aussi acheter la justice, je ne sais pas vers quel régime on va, mais je crois qu'on n'aura plus grand-chose à opposer à Vladimir Poutine sur ces questions-là dans quelques années. On va développer justement ce lien entre médias et démocratie, mais j'aimerais peut-être que tu nous rappelles, surtout parce que beaucoup de personnes ne savent pas finalement comment évoluer les médias, la propriété des médias depuis 30, 40 ans. On en est où aujourd'hui et comment ça marchait avant la propriété des médias? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont quand même en tête qu'une poignée de milliardaires possèdent les médias, mais c'était comment il y a 30, 40 ans? Alors, ça nous ramène au lendemain de la guerre, où les résistants avaient une vive conscience du pouvoir extrêmement nocif. On ne disait pas des médias, à l'époque, on disait la presse, puisqu'ils l'avaient vécu à la fin des années 30. Réellement, l'esprit public a été totalement pourri par un certain nombre d'organes de presse, antisémites, mais pas seulement. C'est ce qu'on appelait la presse du Comité des Forges, entièrement corrompue, entièrement sous la coupe d'intérêts privés,
C'est la raison pour laquelle, dans les ordonnances, les fameuses ordonnances de 1944, les résistants, le Conseil national de la résistance dit qu'il faudra veiller à ce que, au lendemain de la guerre, la presse ne soit plus soumise à l'État, la presse ne soit plus soumise aux puissances d'argent, aux grands groupes industriels, et la presse ne soit plus soumise non plus aux puissances étrangères. Voilà. Donc, et nous pouvons nous rendre compte aujourd'hui qu'en fait, tout ce qui s'était créé au lendemain de la guerre, c'est petit à petit détricoté, comme beaucoup d'autres choses. Hein. Mais nous sommes revenus finalement à une situation antérieure, c'est celle de la fin des années 30. Considération politique mise à part, hein, parce que la situation n'est évidemment pas la même, mais nous n'avons plus une presse d'opinion qui défendent l'intérêt général, hormis bien sûr quelques indépendants, hein, sur le cas desquels on pourrait revenir, hein, et dont tu fais désormais partie à travers Elucide, qui justement, avec des moyens, un système financier totalement différent, tente de faire exister d'autres voies, d'autres idées, dans la difficulté, puisque on sait bien à quel point toute parole qui ne marche pas dans le sens du régime se voit rapidement disqualifiée, traitée de complotiste ou marginalisée, et on sait de quel levier il dispose pour aboutir à cela. Et donc, finalement, quels sont ces 4, 5, 6 grands oligarques et qu'est-ce qu'ils possèdent aujourd'hui en termes de presse ? Alors, les plus puissants d'entre eux, on a évidemment Bernard Arnault, hein, qui, à travers Le Parisien, jouit d'un levier sur les classes populaires, qui n'était pas évident et qui n'est pas négligeable. Je rappelle au passage, moi j'ai le souvenir d'une discussion avec un délégué syndical CGT de la région parisienne, de la RATP, qui, voyant la une avec le visage défiguré de Jean-Luc Mélenchon juste après les perquisitions fin 2018, en une du Parisien, sous 4 angles différents, 4 photos différentes, le montrant un bonhomme éructant, littéralement hors de lui, m'avait dit mais c'est un fou en fait, cet homme est un fou. Voilà. Et en une, on voyait tout à fait comment la captation du vote et de l'image, la souillure sur Mélenchon avait été faite. Donc, Bernard Arnault possède Le Parisien, il possède Les Échos, très important, il possède le plus grand quotidien économique français. Ça, ce sont ses principaux joyaux. Son beau-fils, Xavier Niel, parce qu'en plus, c'est devenu dynastique maintenant, sinon ce serait pas drôle. Il y a même une concentration voilà. chez les milliardaires. C'est la principauté de Monaco. Xavier Niel, en plus, qui avait fait, je ne sais pas si tu te souviens, toute cette saga entrepreneuriale au début de Free, en disant un autre capitalisme, non patrimonial. D'ailleurs, je ne lèguerai pas d'héritage à mes enfants, etc. Bon, maintenant, il est avec Delphine Arnault, il est marié, il a un enfant avec Delphine Arnault, donc voilà. Donc Xavier Niel, lui, possède le groupe Le Monde, donc l'Obs, Télérama, à savoir aussi qu'il convoite bien sûr une chaîne de télévision. Hein. Xavier Niel possède aussi une grande partie de la presse locale, hein, on ne le sait pas forcément, il possède Nice Matin, il continue à essayer de se développer dans beaucoup de titres locaux. Évidemment, il y a Patrick Drahi qui contrôle BFM TV, mais aussi Libération et l'Express, ce qui, ne sont pas des titres florissants en ce moment, mais qui continuent à peser quand même lourdement sur le débat public, hein, à travers tous les articles en ligne. Et évidemment, nous avons aussi Vincent Bolloré, hein, donc, qui est un petit peu l'épouvantail qui cache la forêt, puisque lui, c'est le méchant milliardaire, hein, qui permet à des Xavier Niel de jouer les progressistes en bras de chemise. Alors que pour le moment, il est vrai que Bolloré est tout à fait inquiétant.
il est vrai qu'il a totalement modifié la ligne de Canal+, de CNews, et qu'il avance sans peur. Décomplexé, oui. De façon absolument décomplexée. Hein. Il est en train de créer des médias du backlash un petit peu à la Fox News aux États-Unis. Enfin, on est encore loin de ça. Hein. Son candidat, son poulain à la présidentielle, Éric Zemmour, c'est quand même vautré dans les grandes largeurs. Mais on sent quand même qu'il y a un courant ascendant du côté de cette droite très dure. Et Éric Zemmour n'y est pas arrivé pour le moment, mais peut-être que Marion Maréchal y arrivera un jour. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les principaux. Après, il y a quelques joujoux dans les coins, mais qui appartiennent à la même caste. Parce qu'il faut bien rappeler aussi que par le passé, il y avait des lois qui empêchaient la concentration. C'est-à-dire qu'à la rigueur, un milliardaire pouvait avoir un média, mais il ne peut pas en avoir 5. Donc ces choses-là ont petit à petit été démantelées. Du coup, finalement, comment on fait dans ce contexte-là, quand les médias sont autant sous influence, historiquement sous influence économique, maintenant sous influence, effectivement, on vient d'en parler aussi, politique directement des milliardaires, bien comment on fait pour avoir une démocratie qui fonctionne normalement dans ce contexte-là, si les citoyens n'ont plus accès à une information de qualité et pluraliste? Alors, très franchement, c'est l'enjeu crucial à mes yeux. Et je ne dis pas ça parce que je suis particulièrement focalisée sur ce sujet et parce que j'en connais un petit peu intimement les ressorts. Mais il est absolument certain, pour reprendre d'ailleurs une expression couramment employée du côté de la France insoumise, que les médias sont la deuxième peau du système. À savoir que, par exemple, prenons la situation actuelle. Nous avons une élection législative qui se présente d'ici très peu de temps. On n'en entend plus parler sur les chaînes d'information en continu du pays. Je te le dis, parce que je fais régulièrement des plongées douloureuses avec ma télécommande pour voir où on en est. Et là, c'est très clair. Ce débat-là ne doit pas exister. Les Français ne doivent pas savoir qu'ils ont encore la possibilité de peser sur leur avenir dans quelques semaines, contrairement à ce qu'on leur raconte. Donc vous avez d'un côté sur BFM TV l'Ukraine non-stop, en perfusion totale, avec des généraux en retraite ou des gens, des commentateurs atlantistes déchaînés toute la journée. Et vous avez du côté de CNews, qui est beaucoup moins focalisé sur cette question-là, vous avez le Burkini, Éric Piolle, Grenoble, les affaires d'agression sexuelle des ministres macroniens, parce que on en est là maintenant, c'est-à-dire que des ministres, mis en cause aussi gravement, peuvent se maintenir en poste, de la même façon que notre ministre de la Justice est mis en examen. C'est quand même des situations... même pour la France, on n'est pas un pays anglo-saxon, mais même pour la France, c'est totalement original. On n'avait jamais vu ça. Donc oui, il y a vraiment un chantier énorme du côté des médias, et effectivement, les deux axes étant lutter contre la concentration des médias et empêcher certains types d'actionnaires de posséder des médias. C'est-à-dire que quand vous êtes en affaires directes avec l'État, quand votre survie économique dépend de contrats d'État, vous ne devriez pas, en toute logique, posséder de médias. Voilà, parce qu'il y a quand même dans notre Constitution un article qui protège la libre circulation des opinions. Et cet article-là, il est violé en permanence. Structurellement, l'actionnariat des médias français fait que cet article est structurellement violé en permanence. Le problème, c'est que tous les partis, tous les hommes politiques qui proposent ces réformes-là se voient évidemment implacablement éloignés des plateaux de ces mêmes médias. Donc il y a évidemment un cercle vicieux qu'il faut rompre, qui ne se rompra pas facilement. On va sûrement parler de la situation politique à venir. Mais il ne s'agit absolument pas, si tu veux, j'ai souvent entendu des gens me dire « Ah, mais les gens tout de même ne sont pas stupides, ne se font pas bourrer le mou comme ça. Moi-même, en consultant plusieurs sources, j'arrive toujours à me faire mon avis, etc. » En réalité, c'est totalement faux. D'abord, lorsque vous travaillez, vous n'avez pas le temps
de consulter des sources de plusieurs natures. Puis il y a un bruit de fond, il y a le bruit de fond social, il y a le bruit de fond de l'entourage qui fait que les nouvelles vous apparaissent, vous parviennent totalement déformées, totalement orientées. Donc, ces grands médias, et c'est 80% des médias aujourd'hui, réellement fabriquent l'opinion, pour reprendre l'expression fameuse. Certes, au-delà de la fabriquer, est-ce que tu ne penses pas qu'il joue aussi un rôle très fort dans le fait de la diviser? Alors, c'est là où la proximité entre ce type d'actionnaires, ces oligarques, et le pouvoir nouveau, à savoir ce qu'on peut qualifier d'extrême centre, qui n'est pas né avec Macron, mais qui s'est renforcé avec Macron. C'est là où on voit que ces deux forces extrêmement puissantes convergent, en effet, pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule voie acceptable, c'est celle gestionnaire, raisonnable, néolibérale, voilà, et que tout ce qui s'en écarte, toute opinion autre, est extrémiste, complotiste, excentrique, ridiculisée, présentée comme dangereuse. Il n'y a pas d'autres points de vue respectables qui puissent s'exprimer. On est entré à cet égard dans un monde assez nouveau. Je pense que, pour le coup, il y a 20 ans, ce n'était pas encore le cas. Il y avait la gauche, il y avait la droite, et il n'y avait pas cette espèce de ce que le philosophe canadien Alain Deneau, par exemple, a pu décrire comme le totalitarisme d'extrême centre. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes forcément un déviant. Vous êtes forcément... vous participez de forces toxiques dans la société et vous n'avez pas de légitimité. Mais pour toi, quelle est l'idéologie dominante des médias dont tu parles? Tu la décrirais comment? En fait, c'est très simple. C'est que tout est possible, si tu veux, à condition que tu ne touches pas à la question de la justice sociale, au partage véritable des richesses. Donc, les sujets, les paravents peuvent être de plusieurs natures. Ça peut être les sujets sociétaux, on le sait très bien, voilà, pendant qu'on parle du Burkini, on ne parle pas de l'inflation. Enfin, et ça fait longtemps que ce chiffon rouge est agité devant les classes populaires. C'est comme ça qu'on a fait du vote, qu'on a complètement impuissanté le vote des classes populaires, tout en prétendant en être horrifié. Et puis, il y a de multiples façons, en fait, de pas aborder cette question. D'abord, très, très honnêtement, on voit très bien à quel point tous les gens qui ont une pensée structurée sur ces questions-là sont exclus des écrans. C'est absolument saisissant. Tu penses à qui, par exemple? Tout ça est bien connu, mais tu ne vois pas, à quelques exceptions près, il y a quelques Thomas Porcher, des gens comme ça qui arrivent à franchir la barrière de corail, mais encore au compte-gouttes, mais tu ne vois pas tu vois Dominique Seux. Le matin sur France Inter, tu écoutes les éditos de Thomas Legrand, lénifiants, et socialiste à la mode des années 90. Tu entends la doxa de Dominique Seux, tu entends les blagues de Sophia Aram. Tu n'as jamais un discours structuré, en fait. C'est la radio que la plupart des gens écoutent dans les classes supérieures intellectuelles. Mais du point de vue du contenu intellectuel, c'est absolument navrant. Et moi, je le sais parce que sur notre chaîne, on reçoit les gens qui sont exclus des autres plateaux. Les quelques esprits brillants de notre époque, que ce soit François Bégodeau, que ce soit Emmanuel Todd, ne sont plus reçus sur le service public français. Voilà.
De la même façon, Monique Pinceau-Charlot m'expliquait qu'elle n'est plus jamais invitée sur France Culture, sur France Inter. Il y a de nombreuses personnes dans ce cas. Et là, on peut dire que la situation sous Macron s'est encore fortement dégradée parce que, moi je me souviens, que même sous Nicolas Sarkozy, qui n'était pas un parangon de gauchisme et de démocratie, il y avait l'émission quotidienne de Frédéric Tadei, où on voyait des badiou, et d'ailleurs aussi des gens très à droite, des libertariens, des gens vraiment qui représentaient tout le spectre de l'opinion. Et c'était extrêmement sain, et en direct en plus, donc sans possibilité de sortir les ciseaux. Ça n'a pas duré. Frédéric Tadei ne s'est pas étendu sur les raisons de cet arrêt, mais bon, moi j'ai mes hypothèses. C'est venu directement du château. Mais le pouvoir ne supporte pas la rencontre. Je pense que c'est la raison pour laquelle ce que nous faisons sur QG, sur Lucide est très important, me semble-t-il, ne supporte pas la rencontre entre les citoyens, voire les classes populaires, et la dynamite intellectuelle. Les gens qui ont vraiment des idées et qui les expriment, qui savent les exprimer de façon percutante et simple. Et quand les deux se rencontrent, ça peut vraiment provoquer des réactions en chaîne dangereuses pour le pouvoir. Et ça, ils l'ont très très bien compris. Et est-ce que tu penses que justement, cette droitisation à laquelle on assiste finalement du débat, c'est une façon de mettre de côté les luttes sociales, parce que du coup tu vas avoir des gens de droite qui vont se mettre à taper sur des gens de gauche à cause d'un burkini, alors qu'ils sont dans la même classe sociale, ils ont les mêmes intérêts globaux qui devraient être défendus et qui sont mis de côté pour des polémiques qui finalement sont totalement stériles, en tout cas ne vont pas changer leur vie. Alors là, oui, absolument. Non, mais ça, je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est la raison pour laquelle, pour en venir à la situation politique actuelle, je suis assez partagée sur le jeu qu'a joué Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle 2022. Et en réalité, ça a une histoire, ça remonte à 2018 et aux européennes et aux choix politiques qu'il a fait, je pense, en conscience. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a décidé de finir sa carrière politique en grand leader maximo d'une gauche recomposée. C'est un pari qui était loin d'être évident et il est en train d'accomplir avec une certaine maestria, et il faut lui reconnaître. Mettre le PS et Europe Écologie Les Verts au bas bout de la table dans la situation actuelle. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais c'était inimaginable encore il y a quelques années. En revanche, il a clairement fait le choix de s'adresser aux jeunes, aux urbains, à la génération climat, aux minorités, aux quartiers, et de laisser tomber la question extrêmement épineuse des classes populaires, c'est-à-dire travailleuses, employées. C'est assez spectaculaire dans les urnes, parce qu'il a des percées historiques, par exemple dans les quartiers populaires, en Seine-Saint-Denis, dans la banlieue lyonnaise, dans les quartiers nord de Marseille, etc. Mais il a de véritables déserts ruraux où il est carrément inexistant. D'ailleurs, François Ruffin fait cette analyse aussi. C'est assez dangereux au total, parce que moi, j'ai toujours, dans mon engagement journalistique et politique, j'ai toujours essayé de lutter contre la stratégie de Terra Nova, c'est-à-dire du nom de ce think tank du Parti socialiste, avec Olivier Ferrand, qui n'est plus parmi nous, mais qui avait clairement émis l'idée que le peuple français étant maintenant souillé par le racisme, la xénophobie, étant irrécupérable, il fallait cesser de s'adresser à lui, en réalité, et reconstruire une stratégie de gauche qui ne contournerait la question des classes populaires. Voilà. On a un petit peu le sentiment que c'est ce qui a été fait. Toute l'aile souverainiste a été liquidée dans la France insoumise à l'automne 2018. En plein mouvement des Gilets jaunes, pour moi, il y avait un contretemps historique manifeste. Néanmoins, il faut constater que à court terme, le résultat est là. Je pense néanmoins que ça lui a coûté la présence au second tour.
Je pense que ça doit donner énormément de regrets aux gens qui se battent justement pour cette cause-là, parce qu'il avait vraiment, en réalité, à moins de 400 000 voix, il avait la possibilité, s'il avait fait davantage de déplacements dans ces zones-là, s'il avait ciblé davantage son discours, il avait la possibilité d'opérer une sorte de grande jonction qui est celle que tout le monde attend. On peut cependant le créditer peut-être Mélenchon d'un point intéressant, c'est qu'au niveau institutionnel, il a peut-être réussi par son coup de com' de élisez-moi Premier ministre, à peut-être rappeler aux gens en effet que finalement, la vraie élection importante, c'est censé être les législatives, puisque c'est elles qui vont déterminer la majorité à l'Assemblée nationale et donc qui va voter les lois. Et tu as dit rapidement tout à l'heure que beaucoup de médias invisibilisent cette élection prochaine, pendant cette élection importante. Alors, on peut se rappeler du temps d'antenne consacré aux déclarations de Roussel sur le saucisson, je ne sais pas quoi à l'époque. On a beaucoup entendu parler. C'est vrai qu'il y a des élections importantes où, pour le coup, on peut vraiment changer, vouloir une autre politique. Et la plupart des médias n'en parlent plus. Ça t'étonne, cette invisibilisation sur à peu près tous les médias? Parce que c'est totalement conscient. Alors là, très honnêtement, je pense que vraiment, une fois de plus, lorsque je dis que c'est conscient, il ne s'agit pas, c'est pas un complot, c'est que objectivement, le pouvoir a intérêt à ce qu'on arrive très très vite au 19 juin et qu'on tourne cette page-là et qu'enfin on passe aux grandes manœuvres. Parce qu'il est évident que si Macron jouit d'une large majorité le 19 juin, on va en prendre plein la tête. Ça va être une horreur. Les gens doivent le savoir. Le quinquennat 2 sera pire que le 1. D'abord parce que Macron n'a pas appris. Ça n'est pas un homme politique. Il ne réagit pas en politique, il ne s'adapte pas, il ne négocie pas. Dans la fameuse phrase de Lampedusa dans Le Guépard, pour que rien ne change, il faut que tout change. Macron, pour que rien ne change. Donc on renomme Borne à un autre poste, on renomme le maire, on renomme Darmanin, et on fonce droit devant. Et ça, c'est tout à fait nouveau, pour le coup, parce que, un Sarkozy, un Chirac... je pense, aurait lâché du lest. Là, pour le moment, le seul lest qu'il ait lâché, c'est un ministre de l'Éducation nationale qui fait hurler l'extrême droite. Et je pense qu'il est très, très content de ce coup-là, Macron, parce que, tout comme nous, il a observé les résultats des présidentielles. Il a vu que même dans les dom-toms, même les Guyanais, les Martiniquais et les Guadeloupéens préféraient voter pour un candidat d'extrême droite que pour lui, tellement ils ne pouvaient plus l'encadrer, et que donc il fallait quand même un petit peu lâcher sur ce côté-là. Mais on est absolument dans le symbole, on est absolument dans ce qu'aux États-Unis on appelle woke washing. Et on n'est absolument pas dans le réel de la politique. La meilleure preuve de ça étant qu'apparemment, le prochain directeur de cabinet sera un blanquériste. Donc il y a fort à parier que la politique éducative reste absolument la même. Et dans ce champ médiatique complètement dévasté dont on vient de parler, tu penses que les médias alternatifs peuvent changer la donne, ou en tout cas avoir une influence réelle ? Alors, je pense que la situation est très compliquée. C'est pas la peine de se mentir et de mentir aux gens. Il y a encore trop de gens qui s'informent uniquement gratuitement. Et donc, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est toi on te met, soit on te met quelque chose dans la tête, soit on te vend différents produits. Mais Xavier Niel, Patrick Drahi ne te donnent jamais rien. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Il n'y a jamais rien de gratuit pour des gens comme ça. Mais c'est très, très difficile de le faire passer
Alors que les gens, ça ne leur viendrait pas à l'idée d'aller barboter une baguette de pain ou des croissants dans une boulangerie, mais ils trouvent ça normal de jouer les free riders et de ne pas payer pour s'informer. Mais ça a un coût démocratique extrêmement lourd. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire la leçon, parce qu'on est tous un peu comme ça d'abord. Donc il faut déjà balayer devant notre porte. Et puis en plus, avec l'inflation qui arrive, la dégradation des conditions économiques, notamment des intellos précaires, tout ça, qui sont proches de nous, ça va pas s'arranger. Mais pour voir le problème d'un point de vue plus global, depuis le surgissement de Mediapart en 2008, et ça, il faut saluer, je crois, la vista économique d'Edoui Plenel, qui avait vraiment fait le bon choix, le choix du modèle payant, qui est le seul qui puisse, absolument seul, qui puisse fonctionner sans publicité, bien sûr. Et malheureusement, depuis quelques années, depuis la fin des années 2010, il y a eu, alors que cette pédagogie-là commençait vraiment à entrer dans les têtes, les gens faisaient le geste de s'abonner, et bien, ça s'est dégradé parce qu'il y a l'écosystème des youtubeurs qui, les gens ne le savent pas forcément, mais font du placement produit ou touchent l'argent de la publicité, tout simplement. Tu as été, comme tu le rappelais, une dirigeante de Marianne, puis après du Nouvel Observateur, donc autrement dit, un peu le haut du panier de la presse française. Mais tu es aussi quelqu'un qui a des valeurs très fortes. Et finalement, ces valeurs ont été un peu incompatibles avec le maintien dans ces médias. Mais tu regrettes tes choix ou pas? Finalement, le choix d'être dissidente, ça se paye. De toute façon, c'est ce que dit Chomsky. Chomsky a une jolie phrase où il dit qu'au bout d'un moment, il faut choisir entre défendre la vérité et la justice ou avoir une position très sympa, sociale ou évidemment dans les médias. C'était difficile ce choix? Tu l'as fait de façon conscientisée? Tu le regrettes? Comment tu le vis? Parce que c'est vrai que c'est pas simple quand même. Je pense que c'est un choix relatif parce que moi, je ne peux pas en fait faire autrement. Ce serait me trahir et je ne me sentirais pas bien dans une vie fausse. D'ailleurs, je ne me sentais pas bien. Je ne me suis quasiment jamais sentie bien, en fait, dans ces journaux. Alors évidemment, tu peux éprouver un vif plaisir à interviewer pendant 2 heures Jean Baudrillard, à parler du 11 septembre, etc. Et ça nourrit ta vie. Mais tout le reste, en fait, toute la machine hiérarchique, toute la censure, parce qu'elle existe au quotidien dans ces lieux-là. Elle prend plusieurs formes. Ça peut être la censure bête et brutale, réécriture d'un texte, mais ça peut être aussi des censures beaucoup plus subtiles. C'est-à-dire, tu sais que si tu proposes tel sujet, t'es mort. Enfin, c'est même pas. Il y a des sujets qui ne doivent même pas être posés sur la table. Le simple fait de parler de certains sujets en conférence générale fait de toi un marginal. Comme quoi, par exemple? On était plusieurs à se heurter souvent à cet obstacle, mais ça peut être. Moi, je me souviens d'une journaliste que j'aimais beaucoup. C'était souvent des femmes d'ailleurs qui étaient assez courageuses, qui étaient spécialisées sur la question des banlieues, des quartiers populaires, et qui avaient un discours très offensif, justement pour très humain, quoi, justement pour montrer que c'était pas des barbares, que c'était pas des sauvages, que c'était pas des pogroms anti-républicains quand ils se révoltaient contre les violences policières, qu'il y avait vraiment un problème de traitement spécifique qui leur était réservé. C'était l'usage du flashball déjà, sauf qu'à l'époque, tout le monde s'en foutait quand c'était des gamins de banlieue qui étaient éborgnés. Avec Macron, c'est flashball pour tous, ça, on peut pas Et dire. maintenant, ça c'est vrai. Et du coup, on voit très bien comment ça se passe dans ces rédactions-là. C'est-à-dire qu'on vous ridiculise, on vous marginalise, puis on finit par donner Puis on finit même à la fin, moi je l'ai vécu aussi
sur des questions intellectuelles. On finit même par préférer donner votre sujet à un pigiste, à un collaborateur extérieur qui, étant précaire, pourra être complètement malléable, plutôt qu'à vous. Parce qu'avec vous, on sait que ça va être de la négo, que le discours ne sera pas dans l'axe, qu'il y aura un problème, machin, etc. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe, la censure au quotidien. Alors maintenant que les oligarques ont vraiment tout le jeu en main, c'est encore plus brutal. C'est-à-dire que maintenant, moi, si vous voulez, tiens, prenons un exemple concret. Un Laurent Geoffrin, dont j'ai vécu personnellement les séances de réécriture interminables, où il essayait de faire enlever un mot par mot, bon, voilà. Souvent par l'humiliation, hein, d'ailleurs, parce que jamais ce genre de personne va dire, ben voilà, maintenant tu vas arrêter de défendre, je ne sais, ce tocard du CNRS et tu vas écrire ce que pense Alain Finkielkraut. Donc, c'est toujours pervers, quoi, les séances de réécriture. Hein. Ça vous ramène derrière le rideau de fer, souvent. Mais maintenant, d'après ce que j'ai pu expérimenter dans la période de chômage que j'ai eue et où je faisais des piges, hein, où j'ai recommencé tout en bas, on ne vous appelle même plus, on ne vous informe même plus et on change dans votre dos. Et c'est comme ça. Et celui qui n'est pas content, le lendemain, il n'est plus là. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça maintenant. Réellement. Donc, ça s'est durci en quelques années. Moi qui connais le parcours de nombreux journalistes, je sais que des gens qui, il y a encore 15 ans à l'Obs, hein, étaient tout ce qu'il y a de... Enfin, c'était pas des Rosa Luxembourg, c'était des gens plutôt soumis, raisonnables. Maintenant, il leur arrive, après 20 ans de carrière, de sortir du bureau du directeur de la rédaction en larmes. Parce que on les a empêchés d'écrire tel truc sur Dupond-Moretti, ou parce que... Enfin, c'est très, très dur. C'est très, très dur. Il y a des régressions démocratiques en cours dans ce pays dont les gens n'ont même pas encore idée. Et je dirais même que quand j'écris Le Monde Libre en 2016, maintenant on est 6 ans plus tard, c'est quasiment une bluette. Et ce serait de pire en pire, sauf mobilisation populaire, sauf arrivée au pouvoir d'une autre majorité. Voilà. En tout cas, ça ne se passera pas par les voies ordinaires, puisque on a eu un exemple récent, j'imagine que tu as suivi ça, la commission sur la concentration des médias sénatoriale, qui a quand même fait défiler les plus grandes fortunes françaises, hein, sur une petite chaise. Hein, voilà, sauf que tout le banc et l'arrière-banc a été déplacé, Bernard Arnault, Xavier Niel, tout le monde, Arnaud Lagardère, etc. Mais il en est sorti qu'on se demande même si, aux yeux des sénateurs, bon, c'est vrai que la commission a été emmenée par le PS et les centristes, il ne faudrait pas aider, au contraire, ces pauvres oligarques à concentrer davantage le capital, parce que il doit faire face à des grands groupes étrangers qui... voilà, donc... Le mépris qu'ils avaient des sénateurs se voyait aussi, et c'était assez impressionnant. Hein. Alors, toi, c'est ça qui t'a frappé. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la servilité des sénateurs. Oui, aussi, mais ça, c'est un peu l'asthme. En fait, je parle de leur attitude. Ils n'auraient pas fait ça aux États-Unis, quand même, malgré tout. Oui. Quand tu passes devant le Congrès, devant tout le monde, bon... pourtant, au Congrès, ça ne va pas être des communistes qui vont non plus être très, très méchants, mais on sentait... Enfin, voilà, quand on va aux États-Unis, on comprend que le pouvoir, il est du côté des sénateurs. Après, le pouvoir, il aime les puissants, mais le pouvoir, il est là. Là, quand on voyait chez nous, avec le pouvoir, ils étaient du côté des milliardaires, ils n'étaient pas du côté des sénateurs. La leçon à tirer de ça, en effet, c'est que sans ambiguïté, même dans les corps, on voyait où était le pouvoir. Et bon, après, il y a des styles différents. Il y a le style ultra coincé de Bernard Arnault. Il y a Vincent Bolloré, qui est qu'on dit très baratineur, très à l'aise, et on voit très bien en roi de la négo. Bon.
il y a le style, enfin, il y a toutes sortes de styles, mais au total, ce qui m'a énormément choquée, outre le fait que la montagne a accouché d'une souris, c'est-à-dire, bon, rien au total, rien. Les éternelles chartes éthiques, machin, qui n'engagent que ceux qui les écoutent au sein des rédactions. Tout le monde, c'est une charte éthique, c'est celui qui a l'argent qui décide, c'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'autre à comprendre en fait. Mais c'est des sénatrices en train de complimenter Bernard Arnault, qui fait reluire la France à l'étranger, ou Xavier Niel, parce Tu as une que... réduction sur les sacs, je pense. Absolument, mais parfois, il ne faut pas chercher très loin. Ou Xavier Niel, parce qu'il a un côté, soi-disant, je ne sais plus quelle sénatrice disait ça, fantasque, qu'il distingue. Mais bon, voilà, ils se sont absolument baladés. Bon, il y a eu quelques petites banderilles quand même pour la forme, mais sans gravité, sans conséquence. Et au final, rien ne se passera. Par ailleurs, le timing était extrêmement louche. Organiser un truc pareil juste avant, quelques semaines avant la présidentielle, alors que parallèlement, tout est fait, on le sait, hein, pour amener les candidats du pouvoir au second tour. Donc, tout était burlesque. Et le pouvoir en France est devenu un théâtre. Tout le monde sait, un théâtre même de Guignol, parce que tout le monde sait que rien ne se décide là. En l'occurrence, que tout se décide à l'Élysée, mais une fois qu'on a dit ça, on a dit aussi quelque chose de faux, parce qu'en réalité, même Macron n'est finalement maintenant que la poupée gigogne des vraies puissances, voilà, c'est-à-dire Bruxelles, Francfort, l'OTAN. Moi, je ne sais pas si toi, tu pourrais le faire, mais je peine à distinguer une seule mesure prise par Macron depuis 2 ans qui singularise la France en tant que nation. Je n'en vois pas, en fait. Je n'en vois pas. On est devenu la chambre d'enregistrement voilà, de l'axe atlantiste. C'est tout. Alors justement, après ce constat, moi, je me demandais quelle était ta vision de la liberté d'expression. Doit-elle avoir des limites ou doit-elle être la plus large possible dans une vision peut-être plus américaine? Quel est ton avis là-dessus? Alors, moi, je suis pour vraiment une acception la plus large possible de la liberté d'expression. À cet égard, par exemple, je n'ai pas signé la pétition Stop Bolloré. D'abord, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je pense qu'il est totalement dangereux et fallacieux d'en pointer un seul, alors que c'est tout le système de l'information qui est pollué, et que c'est extrêmement dangereux de procéder comme ça, que ça ne correspond même pas à une réalité, parce que dans la presse soi-disant social-démocrate, il y a beaucoup de journalistes xénophobes aussi. Et par ailleurs, je pense qu'on ne peut pas, quand on empêche l'expression, quand on verrouille totalement l'expression de certaines opinions, pensées, elles ressurgissent forcément quelque part. Et je pense que je pense que je suis assez isolée sur cette question chez les journalistes de gauche, mais je pense que CNews exprime malgré tout. Il y a des dérapages nombreux, évidemment, hein, puis je ne passe pas ma vie devant, donc je ne sais pas tout ce qui s'y passe, mais exprime le point de vue d'une partie importante de la population. Et ce n'est pas en les bâillonnant qu'on réglera le problème. Voilà. Et pour ce qui est de la droitisation et de la question des fake news, je pense que le pouvoir, le quinquennat qui s'achève, a été indépassable sur cette question. La droitisation, enfin, bon, quand un ministre de l'Éducation nationale et une ministre des universités parlent d'islamo-gauchistes, des espèces de complots islamo-gauchistes au sein de l'université, participent à des colloques anti-woke, etc., quand on apprend que le président de la République parle de grands remplacements devant ses collaborateurs, pas dans son appartement privé, dans des réunions avec des collaborateurs, ainsi que le journaliste Marc Andevel l'avait révélé, voilà, moi je ne suis pas sûre qu'il soit bien placé pour donner des leçons dans ce domaine. Et par ailleurs,
en termes de fake news et de mensonges propagandistes répandus, je pense que Macron a fait une prestation absolument indépassable dans l'entre-deux-tours. Il était invité sur France Culture par Guillaume Erner, l'animateur de toutes les matinales, et il a, sans être contredit, dit à l'antenne que des centaines de policiers avaient été blessés et mutilés pendant la période des Gilets jaunes, que la violence policière qu'on avait pu observer était une simple réponse à des actes littéralement barbares. Et après avoir dit cela, il a immédiatement embrayé, c'est intéressant, les associations d'esprit, sur le fait qu'il fallait réguler les réseaux sociaux, que ce serait la prochaine étape. Il avait évidemment en vue, puisque c'était dans ces jours-là, la nouvelle législation européenne, le DSA, et il a, par ailleurs, association d'idées également intéressante, tout de suite ciblé les Gilets jaunes en disant il est inadmissible que certains créent des groupes et des sociabilités à part sur les réseaux sociaux et développent des mondes à part, ce qui était hyper drôle parce que voilà, c'était vraiment le portrait de sa vie à lui, de la vie des véritables décideurs et des élites. Voilà, tout ça pour dire que non, le président de la République répand des mensonges. Je ne peux pas croire qu'il sache qu'aucun policier n'a été mutilé pendant la période des Gilets jaunes. Et par ailleurs, il ne cache même pas son désir de censure, son désir d'intervenir encore plus fortement lors du prochain quinquennat sur la question de la censure. On n'a pas parlé de la question des GAFA, mais parlons-en, oui. On peut aussi en parler, oui. Parce que c'est vrai que ça, c'est quand même une nouveauté. Enfin, une nouveauté relative, c'est une accélération, on va dire. Les gens ne le savent pas forcément, mais les médias ordinaires, les médias déjà gorgés de subventions publiques et d'argent industriel, touchent aussi énormément d'argent de la part des GAFA, de la part de Google, de la part de Facebook, pour créer des services de fact-checking. Je crois que c'est une question que tu connais bien. Est-ce que tu avais eu à faire par le passé J'ai connu ça. Au Décodex, que tu as fait condamner pour diffamation. Donc, Le Monde, l'AFP Factuel, 20 minutes, France 24 ont tous des services de fact-checking qui sont financés directement par des multinationales américaines privées. Bon, c'est complètement ahurissant en réalité. Je veux bien qu'on donne des leçons à ces petits camarades indépendants et qu'on vienne leur expliquer, faire des avertissements, leur expliquer qu'ils répandent des fausses nouvelles. Mais bon. Disons que du coup, si les gens se demandent pourquoi il y a assez peu d'articles critiques contre Facebook et contre Google dans les grands médias, exactement. Il n'est pas totalement exclu qu'il puisse y avoir un léger lien entre ces deux choses quand même. Alors absolument. Alors tu fais bien de le dire, c'est l'un des sujets les plus tabous dans les médias français aujourd'hui. Combien ils touchent de Facebook et Google ? On apprend des chiffres, mais vraiment à la faveur de hasard. Par exemple, Libération a finalement renoncé à son accord avec Facebook, parce que Facebook exige que tous tes contenus soient en accès libre. Les contenus financés par Facebook doivent être en accès libre. Donc eux, comme ils ont une politique de mur payant totale, ça contrevenait à leur principe. Et là, on a appris, du coup, l'historique, on a appris que ça faisait des années qu'ils touchaient à peu près 250 000 $ par an, qu'il y a des postes de journalistes qui sont... c'est plusieurs postes de journalistes à payer directement. Non, mais c'est pas abstrait, quoi. C'est 3-4 salariés, c'est beaucoup, quoi. Et alors, moi, exemple que j'ai connu de l'intérieur, le fonds Google, il y a eu 2 étapes. Un fonds Google a été négocié sous François Hollande, directement par le président de la République avec le patron de Google France, pour un fonds de 60 millions € pour la presse. Alors ça, je le sais de première main, puisque j'étais là quand ça a eu lieu, et le Nouvel Observateur, devenu l'Obs,
a touché 1 million d'euros. Alors, c'était un fonds pour l'innovation numérique. En réalité, c'est totalement bidon. On a même été obligé de créer une fausse application innovante pour justifier de toucher le million. Mais en plus, c'était vraiment devenu une blague, un running gag même en interne, parce que personne n'avait d'idée. Le Nouvel Obs, c'était pas un journal de pointe pour l'innovation numérique. Donc finalement, il y a une application bidon appelée l'Obs du soir avait été lancée, mais c'était un calvaire pour tout le monde parce qu'il fallait l'alimenter tous les jours en texte, etc. Bon, bref. Voilà. Mais quel est l'intérêt en fait pour Google de distribuer des sommes d'argent pareilles pour des produits minables comme ça? L'intérêt, c'est simplement que c'est de l'influence. Vous ne lirez pas d'articles contre Google. Vous ne saurez pas combien la presse française est payée par Google. Ça va même beaucoup plus loin que ça. On sait très bien, j'imagine que tu le sais, que le référencement Google de tes articles peut être acheté, peut être payé. Tu vois ? Voilà. Donc, si toi, tu es complètement hors système, si tu ne payes pas, si tu refuses de collaborer, si tu ne fais pas de SEO Google, spécial Google, si tu ne mets pas les mots-clés demandés par Google pour que tes articles soient bien référencés, tu disparais de l'espace public. Je prends un exemple pour que les gens comprennent bien. Par exemple, tu tapes François Ruffin. Même si tu as invité 5 fois François Ruffin dans l'année et que tu as fait les interviews les meilleures du monde, eh bien, tu n'apparais dans le Google Actu, dans le référencement Google Actu, qu'en 5e, 10e page, pas position, page. Donc, en fait, les gens qui font une recherche rapide sur un sujet ne connaissent pas ton existence. Voilà, donc... les GAFA financent, achètent la presse hexagonale. Mais en réalité, c'est absolument crucial. Les gens doivent comprendre que c'est pas juste. D'ailleurs, c'est pas juste une question de pognon. C'est qu'en fait, c'est tout l'écosystème de l'information qui est pollué de cette façon. C'est-à-dire que ça démultiplie la force de ces grands médias qui bénéficient de de pipelines d'argent véritablement, tandis que nous, les indépendants, nous devons faire sans les subventions publiques, sans l'argent industriel, sans les subventions Google, même si certains les prennent. Je ne donnerai pas de nom, mais bon, voilà. Et nous devons, à main nue, lutter contre de véritables empires, ce qui d'ailleurs oblige à des choix éthiques. Par exemple, votre développeur web peut vous dire, oui, mais si vous payez pas ou si vous ne faites pas d'accord avec Google, jamais vous remonterez dans les classements, etc. Donc Donc il y a des arbitrages constants en fait. Transition toute trouvée justement pour rappeler que si vous voulez soutenir QG ou Elucide, n'hésitez pas à vous abonner, puisqu'évidemment, nous n'avons aucun soutien ni publicitaire, ni de Google, Facebook, etc., ni François Hollande. Plutôt des croche-pattes que des soutiens. Arrivé à ce stade, j'aimerais bien qu'on reparle d'un des moments forts de ta carrière, qui est l'affaire Botul. Que peu de personnes connaissent, finalement, on connaît ce détail. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette affaire assez intéressante ? Alors, c'est une affaire qui concerne Bernard-Henri Lévy, qui était, quand j'étais simple journaliste à l'Obs, une cible cocasse pour moi, parce que, étant ancienne étudiante en philo, tu imagines bien que c'est le genre de personnage qui est pour nous insoutenable. Voilà. Donc, Bernard-Henri Lévy publie un livre, un fascicule même, on va dire, dans lequel je sursaute littéralement. En quelle année à peu près ? On est dans les années 2010, peut-être 2010 tout simplement. Et je sursaute parce que je lis qu'il cite
le livre d'une sommité appelée Jean-Baptiste Botul, ayant rédigé un livre sur la vie sexuelle d'Emmanuel Kant. Tu vois le... Normalement, rien que l'énoncé du titre, bon, voilà. Eh bien, Bernard-Henri Lévy le cite tout à fait sérieusement comme preuve vraiment de la folie de Kant, qui donc était une espèce de pervers asexuel, etc. Bon. Et il en tire des conclusions pour l'avenir du monde tout à fait sérieuses. Voilà, bon, tout ça, évidemment. Et je connaissais le canular. Je connaissais les livres les faux livres, donc de... Parce que c'était un canular, quoi. C'est ça n'a jamais existé. C'est absolument un canular. Évidemment, Botul n'existe pas. C'est une bande de joyeux farceurs qui avaient créé cet auteur imaginaire dont Frédéric Pagès du Canard enchaîné, et qui, je signale aussi que Botul, outre l'auteur de la vie sexuelle d'Emmanuel Kant, est l'auteur de Landru, précurseur du féminisme. Tu vois la bibliographie. Voilà. Moi aussi, ça me fait rire, tu vois. C'est le genre de truc qui me fait rire. Et voilà. Et donc, je lis ça dans les épreuves du livre. Et évidemment, j'en ris avec mon chef de service à qui je raconte ça et qui me dit, mais qui est l'animateur du Masque et la Plume, je regarde ça, et qui me dit, non mais vas-y, fais un papier. Et tout. Voilà. Donc là, je fais un papier. Assassin. Et à l'époque, le directeur de la rédaction du Nouvel Obs était un homme de pouvoir, s'il en est, Denis Oliven, ancien patron de la FNAC, ancien patron d'Air France, avec un profil tout à fait à l'image des gauchistes de pouvoir français, à savoir jeune ancien Mao devenu un des plus féroces proches du CAC 40. Et donc, on décide de passer, évidemment, ça c'est le plaisir d'Internet, on décide de le publier un lundi matin sur Internet, sans lui en parler, sans lui soumettre, ni quoi que ce soit. Bernard-Henri Lévy s'étant répandu sur le globe entier, puisqu'il fait des campagnes, on ne le sait pas forcément, mais en Italie, aux États-Unis, pour essayer de promouvoir ses livres, notamment Daniel Pearl avait été l'objet d'une intense campagne aux États-Unis à l'époque. Donc, par un phénomène qu'on avait totalement sous-estimé, le nombre de connexions devient tellement important que le site de l'Obs saute et tout le monde en parle. C'est là qu'il fallait le mettre, le million, finalement. C'était d'avoir un truc spécial BHL sur le site de l'Obs pour que ça résiste, absolument. En fait. Le Los Angeles Times en parle. Jean Daniel, fondateur de l'Obs, proche de BHL, apprend ça en lisant le New York Times, puisqu'il ne lisait pas le contenu du site Internet, évidemment. Et là, ça devient un scandale épouvantable. Donc, non seulement je me vois convoquée... Un scandale pour toi, pas contre BHL. Oui, un scandale épouvantable pour moi. C'est évidemment le seul coupable de cette affaire étant moi qui l'avait révélé. Parce que tout était vrai dans l'article. Absolument tout. Absolument tout. Enfin, tout était vrai. Enfin, en tout cas, tout. Voilà. Tu as parlé de tout était faux dans ce que racontait BHL. Et donc, je me fais... Non, mais c'est très, très intéressant, tu sais, parce que... ça en dit long, en fait. Non, mais c'est qu'un personnage pareil, aussi burlesque, ait pu prendre une importance pareille, dit quelque chose de notre déchéance intellectuelle, en fait. On retrouve un problème d'oligarque aussi dans les gens. Absolument. C'était un autre problème, évidemment, un autre tabou du système. C'est le type qui peut appeler ton patron et n'importe quel patron pour te flinguer. Ce sont des gens extrêmement dangereux. Ils sont plusieurs comme ça. Alain Main, qui était réputé pour ce genre de coup de fil aussi. Et donc, je me fais convoquer, je me fais agonir. Ça va vraiment être le début d'une placardisation hardcore. Et c'est à l'issue de ça que, moins d'1 an plus tard, je pars à Marianne, parce que je n'avais plus le droit d'écrire depuis l'affaire Botul. Donc, c'est pas compliqué. Ils préféraient donner mes sujets à n'importe qui plutôt que... Voilà. Donc, j'avais le droit de faire des articulés de 5 ou 6 lignes, c'est tout.
Je n'avais plus le droit de participer au dossier de une, de faire des portraits, plus rien. J'avais perdu toutes mes droits de journaliste. Et pire que ça, France Inter, Nicolas Demorand invite BHL pour me calomnier, calomnier l'Obs, me calomnier, Qu'est-ce qu'il racontait en gros? Ah bah non, mais antisémitisme direct. Le rayon paralysant direct. Non, mais là, quand on touche à BHL, c'est ce qui arrive. Il n'y a pas d'autre raison de s'en prendre à ce guignol, voyez, tu vois. Donc, l'ex-ambassadeur d'Israël, Eli Barnavi, fait un texte dans Marianne, une page entière contre moi, pour me diffamer. Toutes sortes de supports, Slate, etc., sortent des papiers ignobles, à lourde connotation, enfin, d'accusation d'antisémitisme. Je prends quelques jours de vacances après ces rudes journées. Et là, incroyable, je découvre dans le Monde une tribune de Ségolène Royal pour prendre la défense de Bernard-Henri Lévy livré aux chiens. Et là, vous vous dites, mais non, mais stop, quoi. La Société des journalistes de l'Obs est obligée de faire une pétition pour me soutenir, pour dire qu'il est inadmissible, que les pressions que j'ai subies sont inadmissibles, alors que c'était vraiment pas des agités du bocal, hein, c'était pas le SNJ-CGT. Et là, vous vous dites, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une blague. J'ai juste pointé l'erreur d'un cuistre. De toute façon, une productrice m'avait expliqué très tôt, bon, c'était plutôt bienveillant de sa part, mais c'était comique. Maintenant, au stade où tu en es de ta carrière, je devais être entrée depuis 1 ou 2 ans à l'Obs. Tu dois avoir un mentor, un protecteur. Écoute, moi, les connaissant, je te vois bien avec Bernard Pinault. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire un documentaire pour nous sur la vie de Bernard Pinault. Là, il commence à me parler de la Bretagne, des bateaux. Mais c'est vraiment, il y a plein de trucs intéressants. C'est un mec super et tout. Le Chouchen. Et voilà. Et après, toutes les portes te seront ouvertes. Et en fait, je trouvais ça complètement ahurissant, mais parce que, bon, bah voilà, moi, j'ai un petit peu... J'arrivais pas de nulle part, au sens où... peut-être c'est ça, j'ai une formation, j'ai fait des études de philo poussée, on peut pas me raconter n'importe quoi. Bref, je voyais bien le côté choquant, quoi. Et puis le marché aux esclaves, quoi. Le côté, se vendre au sens propre du terme. Mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne à l'allégeance. C'est-à-dire que, et c'est de plus en plus comme ça, si vous ne faites pas allégeance aujourd'hui dans la presse à un oligarque ou deux, vous n'irez pas bien loin. D'ailleurs, un type comme Vincent Bolloré, dès qu'il prend possession d'un titre, preuve par le JDD, il décapite dans le mois, généralement dans les 15 jours, la tête, non seulement le sommet, parce qu'il met systématiquement un homme à lui, mais aussi les étages inférieurs. Il y a un nettoyage énorme qui est fait, et ça fonctionne entièrement à l'allégeance, les compétences étant vraiment un point totalement accessoire dans cette histoire de presse contemporaine. Tu as commencé à en parler tout à l'heure, finalement. Comment as-tu vécu cette campagne présidentielle un peu étrange et la réélection d'Emmanuel Macron, alors que le vote contestataire a été majoritaire? En fait, Macron, tout est dans cette anecdote, mais c'est plus qu'une anecdote, rapportée par David Elhomme dans Le Traître et le Néant, je ne sais pas si tu l'as lu, qui est sorti, là, il y a déjà plus de 6 mois. Je me demande d'ailleurs si ce n'était pas déjà chez Marc Andevel, mais bon, bref, je le dis pour ne froisser personne. Mais on est en 2012, pendant la campagne de François Hollande. Et Rebsamen du
PS, qui n'est pas exactement un gauchiste, organise un dîner chez le frère de Jacques Attali avec des membres du plus haut patronat français. Rhodia, Suez, Sanofi, et pour leur demander un petit peu ce qu'ils attendent, à quelles conditions ils soutiendront le candidat, ce qu'ils espèrent de ce quinquennat, bon, un petit peu voilà, prendre la température. Et c'est Rebsamen qui le dit pas en off, hein, qui le dit en off. Ils n'ont eu qu'un seul désir, qu'un seul souhait, que j'ai dû transmettre à François Hollande. Il faut nommer Emmanuel Macron secrétaire sur les questions économiques. Ça doit être lui, notre interlocuteur à l'Élysée. Et à ce moment-là, François Hollande n'est même pas encore élu. Donc, François Hollande lui-même n'est que le vecteur de Macron, de la politique économique de Macron en gestation. Donc, c'est tout à fait troublant, en fait, ce genre d'anecdote. En tout cas, au minimum, ça permet de dire que c'était la plateforme du CAC 40 à l'Élysée. Et c'était vraiment l'homme de la situation qu'ils ont promu de toutes les manières possibles. Et si tu réfléchis bien, là, on vient d'en reprendre pour 5 ans, quoi qu'il arrive, hein, même si une autre majorité devait arriver. Mais ça fera 15 ans. Dans 5 ans, ça fera 15 ans de politique économique de Macron pour un pays comme la France. Puisqu'il était déjà aux manettes sous Hollande. Il a eu son propre quinquennat et maintenant, il remplit sur 5 ans. 15 ans. Mais est-ce que tu crois que la France sera dans le même état en 2027 ? Qu'est-ce qui restera de la France en 2027 ? On peut vraiment se poser la question. Est-ce que tu penses comme certains commentateurs, qu'il y a eu une dérive assez autoritaire sous Macron, autour du quinquennat précédent ? Ah ben oui, parce que tu vois, moi j'ai encore dans l'oreille, dans les milieux gauchistes en 2017, oh là là, ce serait une catastrophe si François Fillon était élu, il ferait tirer sur la foule. Bon, Macron, oui, évidemment, c'est la banque Rothschild, ça, mais c'est quand même un moindre mal. Bon, même venant de gens qui n'ont pas voté pour lui, hein, qui ne sont pas allés jusque-là quand même. Mais en fait, non, je pense qu'il a vraiment surpris tout le monde. Hein. C'est quelqu'un qui n'a aucun état d'âme. Voilà, qui a même je pense même qu'il cristallise la violence parce que c'est quelqu'un d'extrêmement méprisant. Ça, je crois que de ses nombreuses sorties l'ont montré amplement. C'est quelqu'un qui, on le voit bien, a véritablement vécu sous cloche et n'a aucun contact populaire. Donc oui, ça a été moi, j'ai vécu les Gilets jaunes, y compris sur le terrain, que ce soit sur le terrain face au CRS ou dans les assemblées. C'était d'une violence épouvantable. Je pense même qu'il a changé pour des années dans ce pays, la façon le sentiment que tu as quand tu descends dans la rue, la façon de manifester. Les gens, maintenant, descendent dans la rue, la peur au ventre. C'est-à-dire que pour toi, il ne peut pas y avoir une nouvelle expérience de type gilet jaune dans les années qui viennent ? Mais je pense qu'elle ne prendra pas cette forme. Je pense qu'ils ont accompli des actes tellement graves que ce qu'on a vécu, par exemple, le 24 novembre 2018, quand il y avait encore des mamies et des enfants au rond-point des Champs-Élysées, on ne le verra pas avant un bout de temps. Je pense que, comme de nombreuses personnes, je pense qu'on va vers une période de trouble. On est entré dans un cycle de trouble structurel. Mais je pense que ce sont les plus radicalisés maintenant qui vont se lancer dans l'action. Moi, dans La Fièvre, mon roman sur les Gilets jaunes, je pronostiquais un retour du terrorisme blanc, finalement, de type action directe. Parce que ce n'est pas une histoire qui est très transmise, mais il s'agissait de s'en prendre à des symboles de l'État au début, puis après à des personnes. Et on est clairement entré dans une logique maintenant. Il y a un tel désespoir dans une fraction de la population qui est en train de décrocher totalement que ce genre de miasme peut se reproduire.
on est entré dans une espèce de logique chez certains, me semble-t-il, de kill the rich, quoi. Vraiment. Comme à la fin du Joker, on est entré dans une logique d'affrontement dur, de classe contre classe, et de la part, bien sûr, d'une toute petite minorité, ça peut déboucher sur de l'action ultra-violente. Et je pense que Emmanuel Macron sera comptable de ça, personnellement, devant l'histoire. Je pense qu'il aura joué un rôle personnel totalement décisif parce que des choses étaient encore possibles pour ce pays il y a quelques années. Tu as expliqué que finalement, Macron, c'est une espèce de courroie de transition du CAC 40. Donc évidemment, le CAC 40 a voté Macron. Mais il n'y a pas que le CAC 40 qui a voté Macron, parce qu'ils ne sont pas encore assez nombreux. Et on voit qu'il y a eu tout un effet de retraités en particulier, en tout cas de plus de 60 ans, qui ont voté fortement pour Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui explique ça, selon toi, sachant qu'ils peuvent être aussi victimes, finalement, de cette politique néolibérale un peu... Oui, enfin, il est clair que maintenant, le vote Macron, c'est le vote des plus de 65 ans et des riches. Les deux catégories ne se recoupent pas entièrement. Il a même perdu, d'après les analyses que j'ai vues, au vote à la présidentielle, il a perdu sur les classes, les CSP+, et les classes intellectuelles. Clairement, il y a quelque chose chez lui voilà, il y a une sorte de rêve, de pacotille, hein, mais de modernité start-upeuse qui ne fonctionne plus, en fait. Pour moi, maintenant, c'est un rempart. C'est le rempart des gens à qui, justement, ces grands médias ont mis dans la tête que toute dissidence, que ce soit sur la question des gilets jaunes, que ce soit sur la question du wokisme, que ce soit sur la question du Covid, était vraiment quelque chose d'extrêmement grave, d'excentrique, de dangereux. C'est une façon pour plein de gens, je pense que c'est une façon de se rassurer, de se dire qu'ils sont du bon côté. C'est un vote de peur par rapport à autrui, par rapport à l'autre qui a été construit de toutes les façons possibles. C'est un vote de distinction aussi, je pense, chez certains, par rapport aux prolos qui votent Le Pen. Et ça suffit, en fait, ça suffit pour reprendre les commandes. Donc, c'est dire dans quel système absolument pervers on est. À cet égard, il faut quand même se féliciter, je tiens à le faire, qu'une force, même si elle est un petit peu attrape-tout de gauche, réémerge, parce que c'est quand même la sortie de la marginalité depuis pas mal de temps pour la gauche. Alors évidemment, moi je n'ai jamais tiré sur cette alliance, quoi que je pense du PS et d'Europe Écologie Les Verts, d'ailleurs, autant, qui ont montré par le passé, d'abord, qui en termes programmatiques, sont absolument pas sur la même ligne que la FI, et qui sont en plus des traîtres. Et un traître qui a trahi, trahira. Moi, c'est ce que j'ai toujours observé empiriquement. Hein. Donc, voilà. Maintenant, je pense que Marx disait il vaut mieux un pas en avant, une action commune, que 12 programmes. Et à cet égard, on peut pas cracher sur cette alliance. Et il faut croire qu'elle produira suffisamment d'énergie pour enlever le plus possible de Playmobil La République En Marche à l'Assemblée. Mais bon, on est quand même très loin du grand soir, bien sûr. En 2016, justement, comme tu le disais, on a vu naître cette espèce de chasse aux complotistes qui mêlait des personnalités un peu délirantes à de simples opposants politiques qui tenaient un discours qui déplaisait, qui était tout à fait rationnel et en tout cas au moins discutable. Ça s'est d'ailleurs accéléré avec le temps. Quelle est ton analyse de ce phénomène et comment on peut lutter contre des dérives de mauvaises informations réelles et contre cette
finalement instrument au service des plus puissants pour essayer de clore le débat sans débattre. Le complotisme, c'est clairement un système d'intimidation, une rhétorique d'intimidation pour toute personne qui n'est pas dans l'axe du système. Maintenant, je le précise, il y a de véritables complotistes. C'est important de le dire aussi. Je ne sais pas si c'est le mot adéquat, mais en tout cas, il y a des gens déconnants, délirants. Voilà. Il y a d'authentiques fous. D'ailleurs, j'en ai vu à la faveur de la période Covid ou des Gilets jaunes aussi, d'ailleurs. J'en ai vu surgir. C'est très impressionnant. Disons que c'est un système de pensée paranoïaque qui, face à la réalité, cherche des culpabilités simples à établir. Et finalement, ça leur procure, je pense, une sorte de sécurité psychologique. Quand vous vous sentez menacé par un système ou maltraité, ça permet de mettre des noms, quels qu'ils soient, sur votre oppresseur. Et je pense que psychologiquement, ça procure quelque chose, une satisfaction psychologique. Bon, maintenant, moi, si tu veux, je ne peux pas prendre ça au sérieux quand il s'agit de simples opposants ou de journalistes, etc. Parce que le simple fait, quand en 2016, je révèle le poids des actionnaires sur la ligne des médias et que des gens, même des journalistes du Monde, mais de Libération, le fameux Samuel Laurent, que tu as bien connu, l'ancien patron du Décodex, me prend en chasse sur Twitter quasiment tous les 2 jours pour me traiter de complotiste et dire c'est faux, personne, nous sommes entièrement libres. Je suis bon. Donc, si tu veux, voilà, cette intimidation-là, elle est déplaisante, elle est insultante, parce que moi, j'estime du côté de la pensée critique et que c'est plus difficile que d'être au garde-à-vous. Et que c'est plus dangereux, et que du coup, nous salir et essayer de nous intimider de cette façon, c'est particulièrement dégueulasse et désagréable. Mais bon, en même temps, ça fait partie du jeu. Je veux dire, c'est comme on parlait tout à l'heure au sujet de l'affaire BHL, des accusations délirantes d'antisémitisme. Ça fonctionne un petit peu pareil. Si vous n'êtes pas comme les autres, enchaîné comme les autres, par les mêmes maîtres que les autres, c'est que vous êtes totalement, vous êtes dangereux, vous êtes déconnant, etc. Bon, moi, je dois dire que ça m'intimide de moins en moins. Ça me touche de moins en moins. Je me suis peut-être endurcie au fil des combats. Mais on voit bien de quelle façon le pouvoir se sert en permanence de ça. C'est soit les complotistes, soit les puissances étrangères, les Russes généralement, qui... il faut quand même savoir que notre président de la République, Emmanuel Macron, a été convaincu pendant la crise des Gilets jaunes. Apparemment, c'est tout à fait réel. Enfin, c'est dire jusqu'à quel degré de peur et de paranoïa il a pu monter, persuadé que les Russes étaient derrière tout ça. Que de l'argent russe circulait. C'est parce qu'on ne dit pas assez, ce qui évidemment, appelons ça comme ça, une espèce de vrai complotisme qui existe, mais il n'existe pas que dans les classes populaires, chez des gens sans éducation et à moitié fous. Ça existe aussi dans les classes supérieures, sous une forme un peu plus intellectualisée, comme tu viens de le signaler dans ce cas-là. Le complotisme est de tous bords. Absolument. C'est la raison pour laquelle je suis convaincue que notre président de la République a une forme de pensée paranoïaque à tendance complotiste qui le pousse chaque fois qu'il est en difficulté face à des forces sociales réelles, puissantes et tout à fait existantes, à inventer des causes totalement farfelues. Que ce soit des sorcelleries numériques, des bots ou des Russes, mais en tout cas pas des ouvriers français maltraités et mal payés, comme c'est le cas, en fait, tout simplement. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Je te remercie. Je vais te poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ?
Alors je pense qu'il est important, notre discussion le montre, de s'informer à d'autres sources. Donc je voudrais rendre hommage à, la revue Ligne de risque, fondée par, François Méronis, et Yannick Enel et d'autres, écrivains, d'autres intellectuels qui depuis, 20 ans, avec une rare, pertinence, hem, œuvrent dans le champ, littéraire, philosophique, intellectuel pour montrer l'imposture de la fabrication des fausses valeurs, culturelles, entre autres, hein, c'est évidemment un de leurs combats. Leur nouveau numéro vient de sortir, Ligne de risque, vous pouvez le trouver dans les librairies. C'est, extrêmement original, ça ne ressemble à rien, extrêmement intelligent et leur, tout nouveau numéro donc est une analyse à froid de toute la période, Covid et notamment du rôle joué par Emmanuel Macron pendant cette période.